Chers étudiants et étudiantes de l'Université Mid-Ocean, soyez donc la bienvenue dans votre cours de compétences en communication. Alors, dans cette deuxième séance, nous allons la consacrer à l'étude de la deuxième partie du premier chapitre, les notions de base de la communication. Alors, qu'est-ce que nous allons voir ensemble? Tout d'abord, les freins, les bruits et barrières à la communication interpersonnelle. Deuxièmement, les styles de communication. Troisièmement, nous allons étudier ensemble l'analyse transactionnelle. Alors, commençons tout d'abord par les freins donc et tout ce qui est obstacle qui peut ici perturber et peut aussi même arriver jusqu'à l'arrêt de cette communication. Alors, lorsqu'on parle de l'obstacle, on se rappelle, rappelez-vous donc ici du chemin et du schéma donc de la communication interpersonnelle. Donc, ces deux acteurs, à savoir donc ici l'émetteur et le récepteur, qui vont communiquer, et donc euh, échanger donc ici des informations, des messages dans un contexte bien déterminé, d'accord? Et on a dit que parmi ces obstacles ou parmi ces composantes de ce schéma de communication, on cite qu'il y a ce qu'on appelle les bruits. Alors, en cas général, lorsqu'on se rappelle de plusieurs situations de communication que nous avons déjà vécues, on va déduire qu'il y avait un problème quelque part. Le premier problème qu'il peut donc euh, jaillir dans ce processus de communication, c'est que ces deux acteurs, l'émetteur et le récepteur, ont des cadres de référence et de perception qui sont différents. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, lorsqu'ils vont coder donc le message et le feedback, donc il n'y aura pas de compatibilité entre tout ce qui est code utilisé pour l'encodage et code utilisé pour le décodage. Troisièmement, on peut trouver aussi l'attitude de l'interlocuteur. Donc, c'est une attitude qui ne sera pas donc ici acceptée par l'émetteur. Ensuite, on doit aussi prendre en compte les états psychologiques donc des deux interlocuteurs. Donc ici, lorsqu'on n'est pas, euh, disons, émotionnellement stable, on a des problèmes, quelques problèmes, et nous passons par une situation qui est émotionnelle, un tout petit peu qui est sensible, disons, ou fragile. Donc ici, il faut prendre ça en compte, soit ne pas communiquer, d'accord? Donc essayer de retourner donc ici à l'état psychologique qui est stable, d'accord? Parce que vous le vouliez ou non, donc cet état psychologique va influencer donc ici votre communication. Un autre obstacle, donc, on trouve lorsque on va communiquer, nous devons choisir le lieu et le ton qui soit adéquat, donc au sujet, qui soit aussi adéquat à la situation, qui soit adéquat à mon récepteur, etc. Autre obstacle, on cite aussi le désaccord entre ce qui est verbal et le non-verbal. Donc ici, on va voir donc dans notre deuxième chapitre la communication verbale et la communication non verbale. Donc ici, si mon récepteur est c'est le fait des deux parties, donc ici récepteur et émetteur, si ces deux-là ne sentent pas que ma communication verbale, elle est adéquate, donc il y a de la congruence entre ce qui est verbal et non verbal, donc ici, il y aura un problème et donc euh, c'est considéré comme étant un obstacle. Ensuite aussi, on a dit que
dans les deux sens. Il y a un message qui est transmis et je dois, comme donc émetteur, trouver et recevoir un feedback. Si ici, dans un cas de communication, il n'y a pas de feedback, ça veut dire ici qu'il y a un problème. Aussi, quelque chose qui est très important et qui peut causer, donc, son absence, pardon, elle peut causer un obstacle donc, à cette communication, c'est l'absence de l'écoute active et de l'empathie. Et nous avons, dès la première séance, donc, euh, cité et insisté sur le fait que l'écoute active, elle permet de mieux comprendre donc tout ce qui est sentiment, tout ce qui est émotion, tout ce qui est pensée aussi, d'accord? C'est comme si on est immergé à l'intérieur de notre émetteur et nous sommes avec lui concentrés. Nous sommes en train de lui donner toute notre attention. Autre chose aussi qui peut construire un frein ou un obstacle à la communication interpersonnelle, c'est que lorsque deux personnes y sont en train de transiger, elles seront coupées ou interrompues par une troisième personne ou par exemple le fait de recevoir un appel téléphonique, etc. Le manque de confiance aussi. Donc ici, on est en train, cet obstacle, il touche ici la relation entre mon émetteur et mon récepteur. Donc, s'il y a un manque de confiance, ça veut dire que cette communication n'aura pas donc et n'arrivera pas à atteindre son objectif. Aussi, la critique, hein. Donc, le fait d'être critiqué, d'accord, ou de recevoir des critiques, ceci peut causer donc euh, une situation tout d'abord stressante, une situation donc qui va influencer sur ce qui est émotion, sur ce qui est psychologique donc de, euh, de l'interlocuteur et ceci, il va impacter donc euh, la qualité de la communication. Alors, tous ces obstacles de communication, si on veut donc les classer, on va trouver des obstacles qui concernent le niveau, tout ce qui est contenu et tout ce qui est relation. Tout ce qui est contenu, donc ça veut dire tout ce qui est parasite, distorsion ici de l'information, qui vont causer des quiproquos. Ensuite, lorsqu'on parle au niveau relation, donc ici, on parle des jugements, des interprétations des faits qui vont causer quoi? Un malentendu. Et ces deux, ils vont quoi? Ils vont faire naître au cours de ce processus de communication des conflits, des perturbations de la communication et ou l'arrêt total de cette communication. D'accord? Donc ici, lorsqu'on va communiquer, nous devons prendre en compte que, tout d'abord, nous sommes dans un bon contexte, le temps et le lieu, donc, ils sont favorables. La personne, donc, avec laquelle je vais échanger, elle est aussi dans un bon état, donc, ici, psychologique. On doit donc essayer euh, de, de s'approcher ou d'approcher, donc, ici, les deux cadres de référence ou de perception. Nous devons avoir cette veille, en d'autres termes, avoir cette veille que euh, ma propre perception, elle est différente des autres. Et ça, c'est un niveau de conscience que nous devons tous l'avoir. Ensuite, le code. Ici, lorsque je vais coder mon message, je dois prendre en compte ici donc le, le code de mon récepteur. Donc ici, euh, vous devez aussi bien connaître votre relation avec cet interlocuteur
vous devez donc euh, préciser qu'est-ce que cet interlocuteur, il est pour vous. Est-ce que c'est une confiance, est-ce que c'est une relation de confiance? Est-ce que vous pouvez lui donner donc un feedback et il va le comprendre comme vous le souhaitez? D'accord? Est-ce que vraiment il va pouvoir vous donner son écoute active? Oui ou non? D'accord? Alors, deuxièmement, on va parler des styles de communication selon Larry Wilson. Alors, les styles de communication selon Larry Wilson. L'objectif, c'est être conscient de l'existence de différents styles de communication interpersonnelle. Pourquoi? Pour assurer une communication efficace au milieu de travail ou aussi au niveau personnel. Dans une organisation ou une entreprise, il y a toujours une diversité de styles de communication des collaborateurs. Cette diversité peut être source de tension et de stress, affectant ainsi la productivité et la prise de décision. Donc ici, il y a 4 styles de communication, de personnalité en communication, d'accord? On va donc les classer ensemble en 4 styles selon 2 axes. Donc, le premier axe, ça concerne l'aspect et le rythme de l'élocution. Deuxième axe ou deuxième aspect, c'est l'axe de l'orientation. Donc, lorsqu'on parle du rythme d'élocution, on part du lent jusqu'au rapide. Et lorsqu'on parle de l'orientation, on va parler des personnes qui ont ici euh, la priorité tâche et des personnes qui ont donc plus la priorité personne. Donc, le premier aspect ou le premier style de personnalité en communication, c'est le style analytique. Alors, cette personne, donc, en communication, elle s'intéresse plus aux données, aux faits et aux preuves. Dans ce sens, on sent que cette personne, elle est plus dans la réflexion, moins dans la décision. Le deuxième type, c'est le fonceur, donc qui a un rythme d'élocution qui est rapide et il a la priorité tâche. Donc, on sent que c'est une personne qui est plus efficace, qui aime les résultats, donc les options. Donc, elle est plus ici dans l'action, moins dans l'écoute. Le troisième donc, style de personnalité en communication, on trouve ici l'expressif, le stimulant, le feedback et les témoignages. Donc, cette personne, elle est plus dans la décision, moins dans la réflexion. Elle a un rythme d'élocution qui est rapide et elle est orientée vers la personne. Et on trouve aussi le style aimable, donc qui aime les climats donc, qui sont chaleureux, qui donnent de la garantie, de l'assurance et qui est plus ici dans l'écoute et moins dans l'action. Donc ici, on trouve cet axe donc en jaune qui vous montre le niveau d'émotion dans le langage. Donc ici, lorsque je suis dans le style de personnalité en communication expressive et aimable, donc ici, je suis dans le plus d'émotion. Par contre, si je suis donc dans les styles de personnalité en communication analytique et fonceur, je suis dans le moins de communication. Alors, pour ceci, vous allez vous-même réaliser le test de personnalité en communication pour que vous puissiez savoir donc ici quel style, quel est votre style de personnalité
en communication. Donc, il y a quatre sections dans lesquelles il y a des affirmations et vous allez les noter de 1 jusqu'à 4. Alors, 1, ça n'est pas du tout comme moi. 2, ça n'est pas tellement comme moi. 3, c'est plutôt comme moi. 4, donc, c'est tout à fait comme moi. Donc, ici, vous avez la première section, d'accord? Vous allez lire les affirmations et vous allez vous donner et choisir de 1 jusqu'à 4. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire le total, d'accord? Le total ici de chaque colonne, d'accord? Et le total final. Lorsque vous allez calculer le total final, donc ici, de toute la section, vous allez passer à la suivante et vous allez appliquer donc ici le même procédé de travail. La section 3, d'accord, et la section 4. Et gardez donc ici c'est les totaux donc pour la séance de panel de discussion et je vais ici vous donner la réponse. D'accord? Alors, les styles de communication analytique. Donc, nous allons essayer euh, d'expliquer, d'accord, euh, les, euh, les caractéristiques de chaque style de personnalité en communication. Donc, on va commencer par l'analytique. L'analytique, il est précis, exact et logique. Il est systémique et il est aussi tourné vers ses tâches. Il est organisé, autonome. Il est tourné vers les résultats donc il est diplomate. Quatrièmement, il est motivé par la certitude et donne rarement leur opinion si donc on leur demande pas. Il est lent et prudent dans leur rythme et aime les environnements structurés, ordonnés et fonctionnels. Il a besoin aussi d'être sûr de leur position et des attentes des autres. Il garde les informations privées et n'exprime pas donc facilement ses émotions. D'accord? Alors sa place dans la matrice, elle justifie toutes ces caractéristiques et tous ces comportements. On passe ensuite au style de personnalité aimable. Alors, on trouve qu'il est calme, il est constant, adorable, sincère et doux. Il n'aime pas ici les changements. Il peut sembler indécis. Il est attentif, patient et aimable grâce à sa capacité de quoi? D'écoute active. Il est coopératif, il est modeste et préfère être encouragé en privé. Il est patient et souvent, donc, il a un rythme long ici d'élocution. Il aime les environnements personnels euh, détendus et sans tension. Il met l'accent sur les relations proches et n'aime pas les conflits, mais il peut jouer le rôle de médiateur, pardon, si nécessaire. Donc, euh, tout en écoutant, essayez euh, de faire votre propre analyse. Premièrement, en ce qui vous concerne. Deuxièmement, essayez de détecter dans votre proche, dans votre environnement, donc que ce soit les familles, les amis, donc et vos proches. Donc ici, essayez de détecter quel est le style de personnalité donc de vos relations. D'accord? Le troisième style, c'est l'expressive. Donc, il est l'initiateur, il est plus dans la décision, il est sociable, enthousiaste, énergétique, spontané et enjoué. Il peut être vu comme des personnes qui parlent plus qu'elles n'écoutent. Il est perçu comme étant sûr de lui.
innovante et persuasive. Il aime se sentir accepté et motivé par les liens sociaux. Il réagit, ils réagissent fortement aux encouragements et aux approbations. Son rythme est rapide, d'accord? Il peut sembler parfois impulsif. Il préfère un environnement de travail stimulant, personnel et amical. On trouve le quatrième style, c'est le style directif, fonceur ou contrôlant. Alors, ce style de personnalité en communication, il est décisif, compétitif, indépendant et sûr de lui. Il est concentré sur quoi? Sur les résultats. Il est ambitieux. Il est tourné vers l'objectif. Il aime être donc aux manettes et peut se sentir frustré donc s'il dépend des autres. Il mesure le progrès en fonction des résultats et des succès et il est motivé par les défis. Il témoigne plus d'attention à quoi? Aux résultats, corrélation, d'accord? Et exprime difficilement ses sentiments. Son rythme est rapide et décidé et il aime les environnements animés, efficaces, structurés et formels. Donc, voici une explication des quatre styles de communication. Alors, chacun donc et chaque style, il a ses propres points positifs et ses points négatifs. Le plus intéressant, c'est le fait de savoir s'adapter au style de communication de votre interlocuteur en termes de quoi? En termes de débit, d'accord? Le rythme d'élocution et aussi en termes d'orientation. Pour éviter quoi? Pour éviter de tomber dans une relation que je qualifie de piège entre deux personnes. L'une sera donc ici dominante, l'autre, elle sera dominée. Et cette relation, donc, va engendrer quoi? Elle va engendrer des conflits et diminuer l'efficacité de la communication. D'accord? Alors, comment maintenant quelle est la meilleure stratégie pour communiquer avec chaque style? Lorsque je vais communiquer avec le style analytique, donc je dois présenter des demandes par écrit, fournir des données précises et des faits dans un ordre logique, énumérer les avantages, les inconvénients d'une approche d'un projet et apporter donc ici des preuves d'utilité. Laisser le temps de réflexion pour prendre une décision. Peur, donc ici, le style analytique, il a peur de se tromper. Le style aimable, donc vous allez lui préparer un environnement, un climat chaleureux de discussion, s'intéresser à des aspects importants dans sa vie tels que la famille, la profession, etc. Adopter une approche de compréhension plutôt que de confrontation, donc ici. Apporter des garanties et des assurances, d'accord? Fournir des détails et des explications qui sont claires. Avec le style expressif, vous allez suggérer ici des idées ou des projets stimulants et apporter des exemples de résultats positifs vécus par les autres. Ensuite, vous allez adopter un comportement enthousiaste parce que on n'oublie pas, on est avec mon interlocuteur, il a un style de personnalité expressif. Démontrer de quelle façon vos idées vont appuyer ses objectifs, rêves et intuitions. Laissez la personne s'exprimer, pratiquez la patience. Donc, avec la personne expressive, vous devez lui laisser la parole et vous devez vous donc ressourcer de patience.
Avec le style donc fonceur, vous allez démontrer en quoi vos idées peuvent l'aider à atteindre ses objectifs, parce qu'on connaît que le fonceur, il est focalisé sur quoi? Sur l'efficacité et les résultats. Allez donc droit à l'essentiel au sujet, s'en tenir à une documentation existante, à une approche logique. Proposer ici des options, laisser une alternative pour que la personne puisse faire un choix. Et troisième partie donc que nous allons étudier ensemble, c'est l'analyse transactionnelle. On ne peut pas étudier ensemble la communication interpersonnelle sans pouvoir passer donc sur cette partie qui est intéressante. Alors, c'est quoi tout d'abord l'analyse transactionnelle? L'analyse transactionnelle, c'est le fait, euh, elle est composée donc de deux parties. Le mot analyse, ici, il va m'aider à connaître la structure de personnalité. Il va m'aider à analyser ma communication avec les gens et il va aussi analyser les règles qui sont instituées dans les relations de groupe. Et lorsqu'on parle donc du mot transactionnel, c'est l'échange verbal ou non verbal avec les personnes. Pour mieux comprendre, cette analyse transactionnelle, elle étudie quoi? Elle étudie nos comportements, nos attitudes, nos paroles, nos relations physiques et émotionnelles à travers quoi? À travers les outils, donc état du moi et les positions de vie. Et l'utilité ici de cette analyse transactionnelle, c'est de favoriser l'autonomie de la personne, la capacité de la personne à être à la fois consciente, parce que euh, lorsqu'on communique, nous devons être conscients, d'accord, et spontané et à la fois intime. Alors, cette analyse transactionnelle, elle obéit à des principes. Ces deux principes, elles sont, chaque personne a la capacité de penser, un, donc lorsqu'on dit penser, ça veut dire penser avec ses propres expériences, son propre bagage, ses propres compétences et connaissances. D'accord? Le deuxième principe, c'est chaque personne, elle a de la valeur, de l'importance et de la dignité en tant que personne. Et ce, quel que soit le statut physiologique, psychologique, social ou économique. Alors, pour qu'on puisse comprendre cette analyse donc transactionnelle, tout d'abord, elle est décomposée par plusieurs types d'analyse. La première, c'est l'analyse structurale. Cette analyse structurale, elle va nous permettre de savoir quels sont les trois états du moi. Alors, premièrement, on va définir quel est l'état du moi. Alors, Eric Berne, donc, il a défini l'état du moi comme étant un système cohérent. De quoi? De pensée et de sentiments mis en évidence par un type de comportement correspondant. Rappelez-vous, on a dit dès le départ, pensée, sentiment ou émotion et comportement sont trois, euh, disons, euh, trois sujets qui sont reliés entre eux. D'accord? Alors ici, lorsqu'on se concentre sur cette figure, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver notre émetteur et notre récepteur. Alors, notre émetteur, lui, il a son propre état du moi. Donc, le premier état du moi, il s'appelle l'état du moi parent. Le deuxième état du moi, c'est l'état du moi adulte. Le troisième état, c'est l'état du moi enfant. Alors,
Et aussi, de l'autre côté, mon récepteur, il a aussi ces trois états du moi. Alors, à ce stade, nous devons comprendre une chose. Chacun d'entre nous, il a donc ces trois états du moi. Ces trois états du moi sont quoi? Sont les facettes de notre personnalité qui coexistent ensemble. Et quand elles vont faire surface, d'accord? Quand elles vont s'extérioriser, c'est lorsque je suis dans une situation de communication. Donc ici, cette analyse transactionnelle, elle donne une meilleure, tout d'abord, compréhension de soi, d'accord? Et elle va aussi améliorer la communication avec autrui. Alors, on va découvrir donc étape par étape chaque état du mois. Maintenant, l'état du mois par an. Alors, cet état du mois par an, il conserve l'ensemble des pensées, des sentiments et des comportements de modèles parentaux. Donc, euh, c'est en d'autres termes, le stockage de, des pensées, des sentiments et des comportements des modèles, lorsqu'on parle des modèles parentaux, on parle par exemple des grands-mères, des grands-parents en général, on parle des personnes qui sont âgées, on parle aussi de nos parents, on parle des personnes qui ont donc des expériences. Ensuite, l'état du mois par an est la partie du mois qui qui est donc ici constitué dans l'enfance sous l'influence du modèle parental et de l'entourage. Donc ici, cet état du moi, c'est le fruit, d'accord? Dès l'enfance, on est, euh, cet état du moi, il est influencé, il commence à donc ici recevoir ces informations, recevoir ses pensées, ses comportements et ses sentiments. Dans l'état du moi, donc ici, parent, vous allez vous comporter, vous allez penser, vous allez ressentir d'une manière qui est calquée sur vos parents ou des figures parentales. Donc ici, c'est comme si nous allons nous comporter, nous allons penser comme nos grands-parents. Le domaine ici de euh, l'état du mois par an, c'est le règlement intérieur, les recettes, les normes et les valeurs. Donc, en général, ici, je suis dans tout ce qui est acquis. Lorsque je parle de cet état du mois par an, donc je dois savoir il se comporte. Donc ici, il va vous rappeler les normes et les normes donc en vigueur. Il va donner ses opinions, il va donc donner des ordres, des conseils et même aussi des reproches. Comment il va s'exprimer? Donc, croyez-moi, laissez-moi faire, c'est bien, bravo, continuez, etc. Quel geste fait-il? Donc, il va ici venir vous taper sur l'épaule ou il va vous pointer par l'index. Il a les bras, pardon, croisés sur la poitrine. Comment donc il vous parle avec une voix qui est forte, pointue ou enveloppante? Il vous regarde donc d'en haut. C'est un regard qui est intense. Ça, c'est l'état du moi parent. Lorsqu'on passe à l'état du moi adulte, donc cet état du moi, donc, il conserve l'ensemble des pensées, sentiments, comportements liés à qui? Liés donc au toucher de la réalité, à l'ici et maintenant. Donc, c'est une personne qui s'attache à la réalité, qui s'attache à ce qui existe là maintenant. Cet état du moi, donc, il fonctionne et fonctionne donc ici et maintenant. C'est elle donc qui observe, comprend, agit, décide et analyse.
Vous êtes capable donc, avec cet état du moi, d'analyser, de prendre des décisions en réaction directe avec quoi? Avec l'ici et le maintenant. Donc, il va s'intéresser à quoi ici? Il va s'intéresser au processus, aux méthodes. Donc, son domaine, donc ici, d'activité, c'est le relationnel. Comment donc il se comporte? Il se comporte donc avec une écoute pour obtenir de l'information des avis des autres. Il repère les dysfonctionnements et les analyse pour trouver une solution. Il propose ici des objectifs réalistes. Il s'exprime donc avec si je vous comprends bien, par exemple. Les gestes, donc, il a les bras ouverts, donc il a le visage aussi détendu. Lorsqu'on parle de sa voix, donc, elle est égale, calme, claire, avec des tons de pause. Comment vous regarde-t-il? Donc, il a un regard qui est direct et franc. On passe à l'état du moi, donc enfant. L'état du moi enfant, donc, il va, ou tout d'abord, il conserve l'ensemble des pensées, sentiments, comportements, donc, tels que la personne l'a vécu ou dans son enfance. Alors, cet état du moi, c'est l'affectivité, les besoins, les sensations, les émotions que la personne qui se construisent depuis l'enfance. Cet état de moi, donc, elle va vous permettre de reproduire les comportements, les pensées et les sentiments de l'enfance. Ici, je suis dans la motivation, la créativité, l'ambiance. Donc ici, lorsque je suis dans mon état du moi enfant, je suis dans tout ce qui est domaine du sentiment. D'accord? Alors, comment je peux le savoir? Il se comporte donc, il arrive au bureau donc en chantant. Il s'exprime donc avec c'est super, c'est formidable. Ça, c'est sûrement pas. Les gestes, donc, il se balance par exemple sur la chaise, il dessine au lieu de prendre des notes. Il a un débit rapide et excité, d'accord? Il vous regarde donc avec les yeux baissés, et ça, c'est l'état du moi enfant. Alors, ces trois états du moi, dans l'analyse structurelle, on va donc passer à la deuxième analyse, c'est l'analyse fonctionnelle où chaque état du moi, d'accord, sauf l'adulte, on va le voir tout à l'heure, il va être fractionné en deux ou plusieurs types d'états du moi. Commençons tout d'abord par l'état du moi parent. Il sera décomposé en deux types. On trouve le parent normatif. Ce parent normatif, il est dans le cadre de référence, dans les normes, dans les valeurs. D'accord? Son aspect positif, c'est quoi? C'est qu'il est protecteur, il pose les limites et les règles et veille à leur application. Donc ici, cet état du moi parent, donc normatif, il essaye et il essaie ici de protéger ses normes et ses règles aussi de travail, d'accord? Son aspect négatif, c'est qu'il cherche des coupables et il fait des reproches. Et parfois, il dévalorise. Par exemple, je peux avoir donc, on a tous dans les connaissances ou notre environnement relationnel. Donc, on a des personnes qui souffrent vraiment le fait d'avoir des dirigeants ou des supérieurs qui sont des parents normatifs. Ils essayent donc toujours de
euh, de rejeter les erreurs sur les autres, de leur faire des reproches, d'accord? Et ils sont toujours dans une position et ils veulent toujours dévaloriser les autres. Et ça, ici, ça peut dégénérer plusieurs conflits et malentendus. Alors, le deuxième type, c'est le parent nourricier bienveillant qui prend soin de celui donc qui est en face de lui. Alors, son aspect positif, ce parent nourricier, c'est quoi? Il est permissif, donc il vous donne sa permission pour appliquer une certaine tâche. Il vous conseille, il vous protège et il vous soutient. Par contre, ce parent nourricier, il peut avoir aussi un aspect qui est négatif. L'aspect négatif, il concerne quoi? Il peut être surprotecteur, d'accord? Il déresponsabilise, il couvre, étouffe et freine. Donc, lorsque vous allez réaliser une activité, non, laisse, je vais la faire, par exemple, à ta place. Donc ici, c'est une personne euh, qui, avec cette surprotection, il va vous prendre votre responsabilité, d'accord? Et il va lui-même donc appliquer ou réaliser la tâche. Donc ici, mon état du mois par an, qui est dont les valeurs, les normes, les règlements intérieurs, etc., il peut se décomposer en parent normatif et en parent nourricier et bienveillant. Lorsqu'on passe donc à l'état du moi adulte, cet état du moi adulte qui, disons, qui baigne dans l'organisation, les méthodes et les moyens, donc il a deux aspects, on ne va pas le fractionner, il a deux aspects. L'aspect positif, c'est qu'il est responsable. Ça veut dire donc qu'il a la capacité à traiter la réalité. Le comportement, il a un comportement qui est adéquat avec la situation et il peut résoudre les problèmes. Lorsqu'on parle donc de son aspect négatif, c'est qu'il est insensible. Ça veut dire quoi? La prise, donc, il peut prendre des décisions qui sont précoces. Il cherche des informations avant de décider. Il agit froidement. Donc ici, il a un comportement déshumanisé. Ici, on peut le figurer comme étant un robot. D'accord? Donc ici, il ne va pas prendre en compte euh, ses émotions et les émotions d'autres, des autres. Le troisième état du moi, donc enfant, on va le fractionner en trois ici catégories. Notre état du moi enfant, donc, il est dans la créativité, la motivation et l'ambiance. Son premier type, c'est qu'il est soumis. Ça veut dire ici qu'il obéit et se conforme aux contraintes. Donc ça, c'est son aspect positif. Par contre, son aspect négatif, c'est une personne, lorsqu'on dit qu'il est soumis, donc c'est une personne qui va prendre le statut de quoi? D'une victime. La victime, elle subit donc les ordres, elle subit donc les règlements, elle subit donc disons, par exemple, les punitions. Elles sont euh, impuissantes face euh, aux événements, pardon. Donc ici, c'est important de comprendre ces positions-là pour pouvoir euh, soi-même se situer lorsqu'on est en train de communiquer et comprendre euh, l'autre interlocuteur. Le deuxième style, donc, on trouve l'enfant, l'état du moi enfant rebelle. Donc, ce rebelle, il est affranchi, il sait dire non à l'autorité, d'accord? Et lorsque il est dans son aspect négatif, c'est qu'il rentre en conflit avec l'autorité. Donc, positivement, il peut dire non parce que euh, le fait de dire non, d'accord, n'est pas toujours accepté des autres et nous devons savoir quand dire non, d'accord? Par contre, l'aspect négatif, c'est qu'il va
lui générer des conflits. L'état du moi, donc enfant libre, son côté positif, c'est qu'il est créatif, indépendant, original et spontané. Donc, il a cette créativité, on augmente la créativité et gardez ça en tête lorsque on est dans notre état du moi enfant, notre créativité, elle est de plus en plus développée. D'accord? Ou il peut être persécuteur, ça veut dire, donc il peut être égoïste et inadapté à son environnement. Donc, si je vais résumer, lorsqu'on parle de l'analyse fonctionnelle en analyse transactionnelle, donc l'état du mois par an, il est subdivisé en deux, l'état du mois par an normatif et l'état du mois parent bienveillant ou nourricier. L'adulte, donc, il a uniquement deux aspects, l'aspect positif et l'aspect négatif. Par contre, l'état du moi enfant, donc, il se subdivise en soumis, rebelle et libre. On va continuer donc avec l'étude de l'analyse transactionnelle lorsqu'on va étudier ensemble l'analyse comportementale, à savoir donc ici le triangle dramatique. Alors, Eric Berne définit les jeux psychologiques comme étant ceux auxquels les gens jouent sans être conscients du processus. Alors, le triangle dramatique est une figure issue de l'analyse transactionnelle intégrée dans les jeux psychologiques. Ce jeu psychologique, c'est un système de comportement si codifié et habituel qu'il en paraisse naturel. Dans un échange, une relation, si un des acteurs il opte pour un des rôles, le triangle du rôle donc du triangle dramatique, les réactions se déclenchent automatiquement. Donc ici, les partenaires se manipulent eux-mêmes et l'un l'autre. Alors, je vais expliquer. Lorsqu'on parle du triangle dramatique, on a des personnes qui sont en train de communiquer ensemble. Donc, la première position de ce triangle dramatique, c'est ils vont jouer, ou une personne, elle va endosser le rôle du sauveur. Ce rôle de sauveur, à quoi consiste? Dès que je constate que je suis face à une victime, je ne peux pas m'empêcher de le secourir, même si celui-ci donc il n'a pas demandé. Le deuxième rôle endossé par une autre personne, ça peut être le persécuteur. Je m'exprime de façon agressive, je fais des reproches et je mets des jugements de valeur. Le troisième rôle de ce triangle dramatique ou le triangle de Karpman, c'est la même chose, c'est le rôle de victime. Alors, le rôle de victime, à quoi consiste? Donc ici, il se plaint et ne prend pas la mesure de ses responsabilités et il s'exprime, il ne s'exprime pas donc il ne va pas formuler des demandes qui sont claires. Ici, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque nous sommes en train de communiquer, on peut passer d'un rôle à un autre. Donc ici, c'est pour cela on l'a appelé les jeux psychologiques. Parce que tantôt je suis dans une position de sauveur, donc peut-être que je vais passer au persécuteur, peut-être aussi que je peux passer en victime. Et je dois savoir aussi euh, quel est le rôle endossé par mon interlocuteur. Et ça, c'est important. Alors, les flèches représentent quoi? Ces flèches-là, on va les expliquer. Ce sont les interactions entre les trois rôles qui peuvent être joués par différentes personnes en communication. Les échanges de rôles entre ces trois personnes et par extension, la communication entre les différentes parties d'une même personne. Cette même personne peut vivre les trois rôles comme trois niveaux de sa réalité intérieure. Parfois,
la même personne, à l'intérieur d'elle-même, parfois elle est sauveur, parfois elle est victime, parfois elle est persécuteur. Donc ici, elle peut changer comme selon le processus de communication. Maintenant, on va parler des transactions. Alors, les transactions sont quoi? Selon Eric Berne, donc une transaction, c'est une unité d'échange social entre stimulus et réponse. Donc ici, le stimulus, c'est quoi? Donc c'est une question qui sera posée par mon émetteur et la réponse, c'est en d'autres termes le feedback de mon récepteur. D'accord? Et ici, il y aura plusieurs types d'interactions. Le premier type d'interaction, ce sont des interactions, comme vous le voyez ici, ce sont des interactions qui sont parallèles. Ça veut dire, elles mettent en action un état du moi pour chaque personne. La communication ici, elle peut continuer entre ces deux interlocuteurs aussi longtemps que les transactions, elles sont complémentaires. Donc ici, il n'y aura pas de conflit. Chaque personne endosse l'état du moi qui est attendu par l'auteur, ça veut dire ici euh, par l'interlocuteur. On trouve ici un exemple. Euh, Comment pouvons-nous nous rendre à l'aéroport Charles de Gaulle? Nous pouvons donc emprunter l'RER B et y être en 40 minutes. Donc ici, l'état du moi sollicité ou demandé, c'est l'état du moi adulte, parce qu'ici, je suis dans l'ici, le maintenant et la réalité. D'accord? Et le retour de la réponse, c'est aussi, elle est venue de l'état du moi adulte. On passe maintenant à les transactions croisées. Alors, les transactions croisées, la réponse, elle est faite par un état du moi non sollicité. Je parle à un état du moi et c'est un autre qui me répond. Les transactions croisées débouchent toujours sur des conflits et malentendus qui interrompent la communication. Donc ici, selon l'exemple, saviez-vous où se trouvent les dossiers en retard? Ça, c'est une question qui est partie où c'était un stimulus, donc envoyé d'un adulte, de l'état du moi adulte à l'état du moi adulte, et regardez, moi ici, la réponse. Vous devez savoir où vous rangez vos affaires. Donc ici, la réponse, elle est venue d'un état de moi qui n'est pas sollicité, celui du parent qui est donc qui parle à un enfant. D'accord? Donc ici, cette discussion, elle va déboucher sur des malentendus et des conflits. On passe aux transactions qui sont cachées. Donc ici, le caché, ça veut dire quoi? Il y a ce qui est dit réellement. D'accord? Qui est par les lignes ici, continues. Et derrière ça, il y a autre idée. Il y a disons, réponse. On va comprendre plus. En apparence, les messages sont émis d'un état du moi à un autre état. Ça, c'est en apparence. Les traits continus. D'accord? Mais au niveau maintenant psychologique, deux autres états sont mis en jeu. Elles peuvent aussi mettre en jeu plusieurs états du moi chez un ou plusieurs interlocuteurs. Les transactions cachées sont la base de jeu et elles sont trompeuses. L'exemple, on va comprendre plus à travers l'exemple. En apparence, qu'est-ce qu'il est dit?
Donc, on a sollicité et les transactions étaient donc de l'état du mois adulte de l'émetteur à l'état du mois, pardon, à l'état du mois adulte du récepteur. Alors, les questions, c'est quoi? Ou le dialogue. Je ne peux pas achever ce rapport urgent pour ce soir. Ça, c'est le stimulus. En apparent, la réponse était quoi? C'est que, eh bien, tu le finiras demain matin. D'accord? On est toujours dans l'analyse, dans l'ici et le maintenant. Regardez maintenant l'autre facette, c'est le niveau psychologique. C'est quoi? C'est donc la plainte au début. L'enfant, on est ici dans un enfant adapté soumis, d'accord? Qui va envoyer donc un stimulus à qui? À un parent, un état du moi parent. Donc ici, on est dans la protection et on est dans un parent nourricier, puisque qu'est-ce qu'il lui a dit? Eh bien, tu le finiras demain matin. D'accord? Il est dans la protection, dans la bienveillance. Donc, tout ce qui concerne les transactions cachées, on a tout ce qui est apparent et le niveau aussi psychologique. Lorsqu'on parle des transactions tangentielles, alors ce sont des transactions où l'interlocuteur, il cherche à sortir d'une situation difficile et donc à reprendre le pouvoir. Par exemple, alors, on explique plus, je parle d'une chose et on me répond sur une autre, c'est une fuite à la question. L'exemple le plus qui est plus donc euh, qui peut qui peut expliquer ces transactions tangentielles, c'est que le journaliste, Monsieur X, pensez-vous avoir les qualités pour être président? Donc ici, le stimulus était donc du parent à l'adulte. La réponse, elle sera donc le candidat, c'est une bonne question et je vous remercie donc de l'avoir posée. Et je me demande en fait si l'actuel président a les qualités pour rester en effet. Donc ici, réellement, mon candidat et mon récepteur, il n'a pas répondu à la question et il a fui donc cette réponse. Ça, ce sont les quatre types de transactions dans l'analyse. Dans le cadre aussi de cette analyse, nous allons étudier ensemble les besoins de base. Ces besoins de base sont quoi? Sont tout d'abord le besoin de stimulation. Chacun de nous, il a besoin de collecter, d'être en contact, que ce soit sensoriel, intellectuel ou esthétique, donc avec son monde, son environnement. Euh, Ça va lui permettre d'apprendre, de comprendre et d'avoir des explications. Le besoin de reconnaissance aussi, c'est un besoin, le fait d'être reconnu, pourquoi? Pour son travail, être reconnu aussi pour ses opinions et aussi être reconnu en tant que personne. D'accord. C'est la suite du besoin de stimulation. La quantité des signes de reconnaissance attendus dépend des individus, de leur histoire, de leur situation et de leur âge. L'individu se sent accepté, reconnu par les autres à la fois, être humain, singulier, spécifique, mais aussi semblable aux autres. Donc ici, ce besoin, certes, nous sommes tous différents, d'accord? Chacun de nous, donc, il est spécifique, il est singulier, il se différencie des autres, mais il est semblable aux autres. En fin de compte, nous restons tous des êtres humains. Donc, on a besoin d'être reconnu comme étant une personne
euh, donc une personne qui a des qualités, qui a donc une place dans cette société, d'accord? Que ce soit à travers son travail ou à travers ses opinions. Le besoin aussi de structure, c'est le fait d'être structuré dans le temps et dans l'espace. On trouve ici différents différents types de structuration dans le temps. Par exemple, on trouve le retrait, c'est votre propre moment d'isolement, de réflexion. Les rituels, euh, qui va vous permettre de euh, vous appartenir et de connaître votre appartenance, par exemple, à une nation bien déterminée. Le passe-temps, les discussions basées sur les intérêts communs, par exemple comme le jardinage, les activités euh, qui sont dirigées vers l'accomplissement d'une tâche objectif à remplir. Donc, les jeux aussi psychologiques, donc nous l'avons déjà vu ensemble, et les moments d'intimité pour communiquer de manière directe et spontanée. Ce sont les trois besoins de base euh, qu'on peut aussi appeler les soifs selon Eric Berne. Donc, n'oubliez jamais ces trois besoins, besoin de stimulation, de reconnaissance et de structure. On va finir maintenant avec les positions de vie. La position de vie est la valeur que je me donne à moi-même et aux autres. L'idée positive, c'est lorsque je suis OK plus ou négatif, OK moins, non OK moins. Que que j'ai de moi, des autres et du monde. Alors, pas à pas. Tout d'abord, cette partie, elle concerne ma vision de moi. Donc, dans cette partie supérieure de ce tableau, je suis dans le OK pour moi. Donc, je vais me noter avec plus. D'accord? Et l'autre, ici, il est noté tout d'abord par un moi. Et de l'autre côté, je vais donner la note de plus à l'autre. Alors ici, ce sont des positions qui sont différentes là. La première position, c'est que moi, je me donne un plus et je donne un moins aux autres. Donc, je suis dans une position de quoi? De domination, de supériorité, de rapport de force, de communication qui est descendante, qui va dans un seul sens. Donc, qui va de moi pour arriver à mon récepteur. La personne s'identifie à ce qui est grandiose, elle recherche l'originalité, la perfection et la revanche. D'accord? La deuxième position, c'est plus plus. Donc, c'est je suis dans une position de coopération. Et toujours garder en tête, essayer de faire le lien entre ces positions de vie et la situation et le processus de communication. Comment il va se dérouler lorsque je suis et lorsque j'ai cette position de vie avec, avec l'autre, d'accord? Maintenant, je suis dans le plus plus, donc je suis dans la coopération. Il y a un rapport de réciprocité, il y a un échange, il y a une ouverture d'esprit. Il y a une personne qui est dans cette position, qui a une vue saine et optimiste de la vie. Ici, les deux colonnes en bas, je suis dans le pas OK dans ma vision de moi. Alors, la troisième position, c'est que moi, je me sens donc dans une position inférieure par rapport à l'autre. Donc, je suis dans une position de soumission, d'infériorité, de dépendance, de manque d'estime de soi et de confiance en soi. Je suis dans le laisser-faire,
le refus du conflit, la personne se sent souvent inférieure et incompétente. D'accord? La quatrième et la dernière position de vie dans cette analyse transactionnelle, tout ce qui est donc négatif, je suis pas OK dans ma vision de moi et pas OK dans la vision même de l'autre. Donc ici, il y a de la dépression, de la passivité, du désengagement, du retrait, de l'évitement, du découragement et il n'y aura pas d'échange. La personne est méfiante à l'égard des autres sans être confiante en elle-même. Donc, la négativité des deux côtés. Donc, cette personne, elle est méfiante, elle ne fait pas confiance à l'autre, donc à son récepteur, et même elle ne fait pas confiance à elle-même. Elle a une vue pessimiste de sa vie et fuit donc les problèmes et les contacts sociaux. Donc, dans un, dorénavant, lorsque nous allons tous communiquer, d'accord, nous allons prendre en considération les obstacles. Nous allons, avant de communiquer, étudier la situation de communication. Donc, ça veut dire, je vais étudier le contexte, le message et la relation. Je vais essayer d'éviter au maximum que ce processus de communication, il va donc subir des obstacles à la communication qui vont, en d'autres termes, engendrer des malentendus et des conflits. D'accord? Je n'aurai pas atteint mon objectif de communication. Ensuite, je vais savoir tout d'abord quel est le style et mon style de personnalité en communication, essayer de connaître celui de mon récepteur et m'adapter à son style. Donc, s'adapter dans les deux aspects, l'aspect rythme d'élocution et l'aspect orientation, d'accord? Pour que je maximise les chances, pour que cette communication, elle continue entre ces deux parties, d'accord? Ensuite, on va voir ensemble, on a vu donc ici l'analyse transactionnelle, on a expliqué quels sont les différents états du moi qui existent, et je répète ça, dans chacun d'entre nous, et que nous sommes en train d'extérioriser donc ces états du moi dans les situations de communication. Nous devons les connaître, euh, connaître aussi euh, les différents besoins selon l'analyse transactionnelle, à savoir le besoin de stimulation, de reconnaissance et de structuration dans le temps et dans l'espace. Et ensuite, nous avons vu ensemble les positions de vie. Donc, même les positions de vie, donc, elles peuvent déterminer, donc ici, si je peux continuer ou oui ou non, donc la communication. Donc, je vais me situer si je suis dans une situation de domination. Donc, je me sens dans une position de supériorité. Est-ce que je suis, par exemple, dans une position de coopération, donc fluidité d'échange entre moi et mon interlocuteur, dans une position de soumission, donc je vais laisser l'autre partie, il peut le faire, les autres peuvent le faire, moi je ne peux pas le faire. Donc ici, il y a un manque d'estime de soi, de confiance, etc., ou je suis dans une position de dépression. D'accord? Donc ici, la négativité, donc elle règne des deux côtés, côté émetteur et côté récepteur. D'accord? Donc jusque-là, j'espère que vous allez bénéficier. Commencez donc à appliquer ces connaissances-là et vous allez voir les résultats, que ce soit au niveau de de vos relations, au niveau personnel ou relationnel. Sur cela, je vous retrouve, Inch'Allah, durant la prochaine séance de panel de discussion. Merci à vous.